Shams Barnat, notre ami et notre collègue, que nous avons invité pour présenter devant vous son exposé ou un article, vous voulez, sur la cyberdélinquance ou la cybercriminalité, cybercrime, un sérieux défi pour le droit ou au droit. Donc, notre ami et notre invité, Shams Barnat, a brièvement présenté auparavant des interventions dans ce sujet en Tunisie et ailleurs. Hein. Donc, vous connaissez tous l'importance concernant ce sujet sur la cybercriminalité, que ce soit en Tunisie ou en se référant à des exemples du droit comparé. Donc, vous connaissez tous l'importance de ce sujet aujourd'hui. C'est un sujet d'actualité qui concerne les crimes informatiques. Et vous savez que le droit tunisien s'est attaqué à ce problème dans certains textes juridiques, notamment la modification du code pénal, l'article 199 bis, et mes étudiants de commerce électronique, droit de commerce électronique connaît bien parce que je vous ai parlé de ça, de la réforme du code pénal, l'article 199 bis nouveau, qui parle des crimes informatiques, et aussi donc la loi de 2004 sur la protection des données à caractère personnel. Tout ça s'intègre dans le sujet de cybercriminalité en Tunisie ou ailleurs. Donc, sans tarder sur ce sujet, ce n'est pas moi qui va présenter cette intervention sur la cybercriminalité, mais j'ai voulu simplement vous présenter M. Shams Barnat qui va exposer devant vous son travail sur la cybercriminalité. Donc, à vous, M. Shams Barnat. Merci, Sinof. Donc, je tiens à vous remercier à l'Université centrale pour cette occasion qui m'a été accordée pour présenter ce thème et partager avec vous le débat sur un sujet aussi épineux et aussi important que celui de la cyberdélinquance. Bien évidemment, je confirme votre idée que le sujet sur la cyberdélinquance est un sujet d'actualité. Et il est toujours un sujet d'actualité parce que, comme vous savez, donc, le droit essaie toujours de lutter contre la cyberdélinquance, mais jusqu'à aujourd'hui, aucune législation étatique, aucun texte juridique n'a prouvé son efficacité à 100%. Ça ne fait pas l'exception, bien évidemment, mais la cyberdélinquance, plus que d'autres domaines, a résisté au droit et fait la preuve d'une certaine, je ne veux pas dire inefficacité, mais une certaine insuffisance du cadre juridique étatique pour lutter contre ce fléau de la cyberdélinquance. Donc, sans plus tarder, je vais présenter donc, ce sujet, la cyberdélinquance, comme défi au droit étatique, bien évidemment. Et la problématique consiste à se demander comment la cyberdélinquance défie-t-elle le droit. Je commence par définir la cyberdélinquance comme étant une atteinte à un droit ou un intérêt protégé par la loi, par le moyen de l'ordinateur, lequel pourrait être un moyen de commettre l'infraction, ou bien un objet qui subit l'acte délinquant. Les actes de cyberdélinquance sont de plusieurs catégories. Je peux parler de trois principales catégories, à savoir les attaques ou intrusions contre des systèmes informatiques, la diffusion de contenus illicites tels que le contenu pédophile ou concernant le terrorisme, et enfin les fraudes contre les cartes bancaires. Je vais présenter quelques chiffres sur la cyberdélinquance pour montrer l'importance de ce fléau dans le monde. Ce sont des chiffres, bien sûr, qui peuvent ne pas refléter exactement la réalité, peut-être la réalité plus grave que ces chiffres, parce que vous savez qu'on ne déclare pas toujours les effets néfastes de la cyberdélinquance, mais on s'en contente seulement aux déclarations qui ont été faites sur ce sujet. Et en Tunisie, par exemple, malheureusement, les chiffres n'existent pas comme il faut, mais par exemple en 2005, on a révélé qu'il y a eu plus de 500 attaques contre des systèmes informatiques
en Tunisie. Aux États-Unis, le Computer Security Institute, qui travaille avec le FBI, a fait un sondage auprès des chefs d'entreprise, des entreprises américaines, qui a révélé que plus de 64% des personnes sondées étaient victimes de fraude via les technologies d'information et de communication, avec une moyenne de $2400 par fraude. Quant aux pertes dues à la cyberdélinquance, ont atteint en 2006 le chiffre de 53 millions de dollars. En 2007, c'était 67 millions de dollars et les chiffres sont en croissance continue. Je vais vous donner une carte des taux d'infection par les virus à travers le monde. C'est une carte qui date de 2008, qui a été faite par Microsoft et qui vous indique les zones les plus infectées au monde par les virus. Et comme vous pouvez le constater, cette carte qui a été faite par Microsoft montre les zones les plus infectées au monde par les virus. Et comme vous pouvez le constater, il y a des zones qui sont plus infectées que d'autres. Donc cette carte donne le nombre d'ordinateurs à nettoyer par milliers. Et malheureusement, la zone d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient figure parmi les zones les plus infectées. Et la Tunisie, et plus que les autres, la Tunisie, le Maroc et l'Égypte font partie des pays les plus infectés au monde par les virus. Dans ces zones, il y a plus de 30 ordinateurs par millier qui sont infectés par des virus. Et donc c'est un phénomène très, très grave parce que vous allez constater par la suite que les virus sont parmi les moyens les plus graves pour commettre des attaques contre les systèmes informatiques. Alors, qu'est-ce qui favorise la cyberdélinquance? D'abord, il y a la possibilité d'agir anonymement sur Internet. L'anonymat est une technique utilisée par les pirates, par les cyberdélinquants pour agir sur Internet sans révéler leur identité. Il y a le caractère transnational de l'Internet, c'est-à-dire lorsque quelqu'un commet un acte de cyberdélinquance dans un pays, les effets de cet acte ne sont pas limités à ce pays. Ils peuvent dépasser les frontières de ce pays et affecter plusieurs pays, même tout le monde. Et enfin, la fugacité de l'information sur Internet. Bien sûr, l'information sur Internet n'est pas stable, elle est très fluide, donc la contamination peut traverser les frontières facilement. Alors, comment peut-on faire face à la cyberdélinquance? C'est la question à laquelle on essaie de répondre aujourd'hui et le droit essentiellement essaie de répondre aujourd'hui. D'abord, donc, il y a, pour réagir à la cyberdélinquance, il y a d'abord le volet législatif, c'est-à-dire l'adoption de textes de loi qui sont capables de faire face à la cyberdélinquance. Et ensuite, les mesures institutionnelles, c'est-à-dire mettre en place les institutions capables de lutter contre la cyberdélinquance. Concernant le volet législatif, en Tunisie, il y a eu un certain nombre de textes qui ont été adoptés pour faire face à la cyberdélinquance, notamment le texte que Sinof l'a révélé tout à l'heure lorsqu'il a parlé de la modification du code pénal et plus particulièrement de la loi numéro 89 du 2 août 1999 modifiant et complétant certains articles du code pénal et notamment l'article 199 bis qui a mis en place des peines allant de 2 mois de prison et 1000 dinars d'amende jusqu'à 10 ans de prison et 10 000 dinars d'amende pour les actes suivants, à savoir toute intrusion dans un système informatique, l'intrusion c'est-à-dire s'introduire dans un système informatique d'une manière illicite, l'altération d'un système de traitement automatisé de données ou la destruction de son dysfonctionnement, et enfin l'introduction de données qui provoquent l'altération des données du système attaqué. Ça, c'est le premier texte de l'article 199 bis. Il y a aussi l'article 199 ter qui a mis en place des peines entre 2 ans de prison et 2000 dinars d'amende et 4 ans de prison et 4000 dinars d'amende pour les actes suivants, à savoir la modification illicite d'un document électronique ou informatique ou électronique, originairement véritable, causant des préjudices à autrui, et la détention ou l'utilisation d'un document modifié. Il faut signaler que ces peines sont doublées lorsque celui qui commet ces actes est un professionnel qui fait partie d'un organisme professionnel qui utilise ces documents. Il y a aussi la loi numéro 5 de 2004, du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique, portant l'organisation
du domaine de la sécurité informatique et fixant les règles générales de protection des systèmes informatiques et des réseaux. Et il y a aussi la loi organique de 2004, numéro 63, du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel. Bien sûr, il y a d'autres textes éparpillés, mais qui n'ont pas la même importance que ces textes que j'ai cités. En ce qui concerne les mesures institutionnelles, il y a notamment la création de l'Agence nationale de la sécurité informatique, qui est le pilier central sur lequel se base la sécurité informatique en Tunisie et qui assure une veille constante contre les attaques contre les systèmes informatiques tunisiens. Et cette même agence a pu mettre en place pour la première fois en Afrique et dans le monde arabe le premier CERT TCC, c'est-à-dire le Computer Emergency Response Team, Tunisian Coordination Center. C'est une équipe de réponse aux urgences informatiques, le centre de coordination tunisien. C'est le premier de son genre en Afrique et au monde arabe. D'ailleurs, ce centre donne ses expériences aux autres pays pour lutter contre la cyberdélinquance. Malheureusement, malgré l'existence de ce centre en Tunisie et l'Agence nationale de sécurité informatique, comme vous avez constaté, la Tunisie figure parmi les pays les plus attaqués et les plus infectés par les virus, peut-être parce que le Tunisien est doué par ce genre d'activité informatique, mais en tout cas, le système de sécurité qui a été mis en place est essentiellement fait pour lutter contre les attaques qui viennent de l'extérieur, mais pas des attaques qui viennent de l'intérieur. Parfois, on ne s'inquiète pas de ce qui est à l'intérieur de la maison, mais malheureusement, ceux qui se trouvent dans la maison sont peut-être plus graves que ceux qui attaquent de l'extérieur. Alors, mais est-ce que ces mesures législatives institutionnelles sont efficaces? C'est ça la question. D'abord, il y a un problème d'identification de l'internaute délinquant. C'est ça le problème le plus important, c'est l'identification de celui qui commet un acte de délinquance sur Internet. Et pour être efficace, il faut que l'investigateur ait un certain nombre de qualités. Ce sont les éléments clés, si vous voulez dire, pour commencer à travailler et lutter contre la cyberdélinquance. Alors, pour être un bon investigateur et pour lutter efficacement contre la cyberdélinquance, il faut avoir des compétences multiples. D'abord, les compétences d'un technicien, les compétences techniques d'un pirate. Il faut comprendre comment raisonne un pirate et comment il agit. Donc il faut avoir ces compétences. D'ailleurs, beaucoup d'anciens pirates sont aujourd'hui connus pour leur lutte contre le piratage. Et parmi les pirates les plus célèbres, Kevin Mitnick, qui est un Américain, qui a réussi à pirater 17 000 cartes bancaires. Et il est aujourd'hui parmi les plus... il fait partie de la police qui lutte contre la cyberdélinquance, donc il a été récupéré du milieu de la cyberdélinquance pour lutter contre la cyberdélinquance. C'est peut-être pour prouver que effectuer un acte de piraterie ou bien un acte de cyberdélinquance n'est pas toujours un acte qui a des objectifs, de mauvais objectifs, c'est-à-dire pour voler de l'argent, parfois juste pour défier les systèmes informatiques, pour prouver en quelque sorte qu'on est présent et qu'on est capable de faire beaucoup de choses. Donc il suffit de prouver ces éléments pour être par la suite récupéré par la police, parce qu'il a justement ces compétences de pirate. Alors, avec les compétences de pirate, il faut avoir les compétences investigatrices d'un détective, c'est-à-dire il faut avoir l'intelligence et le réflexe d'un détective pour cibler directement les lieux où il faut s'adresser. Et enfin, les compétences judiciaires d'un juriste, c'est-à-dire il faut avoir une certaine compétence en matière juridique et savoir quelles sont les activités légales et quelles sont les activités légales pour justement savoir ce qui constitue un acte criminel ou délinquant et ce qui constitue un acte légal. Alors, comment identifier un cyberdélinquant? Donc, pour lutter contre la cyberdélinquance, il faut identifier le cyberdélinquant. C'est ça la clé de voûte qui permet de lutter contre le cyberdélinquance. Ce n'est pas une question d'adoption de textes législatifs ou bien de mettre en place des institutions, c'est tout d'abord d'identifier ces personnes pour pouvoir lutter contre ces personnes. Alors, pour identifier un cyberdélinquant, il faut tout d'abord le localiser. Localiser un cyberdélinquant passe impérativement par ce qu'on appelle les fichiers logs, qui sont le principal outil de localisation des cyberdélinquants.
C'est quoi les fichiers logs? Il s'agit d'un fichier texte contenant des données relatives à différents événements qui ont affecté un système informatique. Pour un serveur web, un fichier logs contient les informations suivantes. D'abord, la date et l'heure précise de la tentative d'accès, s'il s'agit d'une intrusion, bien sûr. L'adresse IP du client ayant réalisé cet accès, c'est-à-dire l'adresse IP de la machine à partir de laquelle le cyberdélinquant a commis son acte de délinquance. Et ensuite, le fichier cible, c'est-à-dire le fichier qui a été attaqué, ou bien la machine qui a été attaquée. Ensuite, le système d'exploitation et le navigateur utilisé pour cet accès, justement pour avoir une idée sur les caractéristiques techniques du programme qui a été utilisé pour les attaques. Et enfin, la réponse fournie par le serveur à cette demande d'accès. L'information la plus importante dans toutes ces informations, c'est, bien évidemment, c'est l'adresse IP. L'adresse IP, c'est l'identification numérique de la machine à partir de laquelle le cyberdélinquant a commis son acte de délinquance. Donc, c'est quoi l'adresse IP? Donc, c'est l'identifiant numérique de la machine connectée au réseau d'Internet. Cette machine peut être un ordinateur comme elle peut être autre chose. C'est pas nécessaire, c'est pas impératif que ce soit un ordinateur. Mais le plus souvent, c'est un ordinateur. Alors, c'est une suite de 4 nombres séparés par des points. Exemple 128, 121, 4, 5. Le premier nombre désigne l'adresse du réseau, par exemple le réseau tunisien, par exemple le réseau français. Chaque pays a un code de réseau. Et le dernier nombre désigne l'adresse de la machine qui a été utilisée. Cette adresse composée de 4 nombres, c'est l'ancien système d'adressage composé de 4 nombres, ça s'appelle l'IPv4. Maintenant, on est passé vers l'IPv6. C'est une suite de 6 nombres qui permet de connecter au réseau un plus grand nombre de machines, plus que l'IPv4. Actuellement, ce système de IPv4 est plus ou moins saturé, donc on a élargi le système vers l'IPv6 pour pouvoir connecter plus de machines au réseau. Alors, quels sont les types d'adresses IP? Il y a 2 principales catégories d'adresses IP. Il y a des adresses IP fixes et des adresses IP dynamiques. Les adresses IP fixes sont des adresses IP qui sont attribuées pour les entreprises et les établissements, les institutions. Par contre, les adresses IP dynamiques sont attribuées généralement par les fournisseurs d'accès aux internautes, aux clients ordinaires, les personnes physiques ordinaires. Alors, le mode de fonctionnement. Toute opération sur Internet provoque l'enregistrement de l'adresse IP du poste chez le fournisseur d'accès Internet ou bien chez le fournisseur de service ou le webmaster du site visité. Le fournisseur d'accès peut combiner l'adresse IP avec des données complémentaires telles que le nom du client, son adresse, sa raison sociale, etc. pour localiser le poste en question. Mais il existe des situations où il est difficile de localiser l'internaute sur Internet. Il s'agit notamment des cas d'utilisation d'un serveur proxy ou bien le cas de recours à un fournisseur d'accès international multinational tel que American Online par exemple. C'est un fournisseur d'accès international qui ne se limite pas au territoire américain et qui attribue des adresses IP à ses clients qui ne sont pas forcément situés aux États-Unis. Contrairement aux fournisseurs d'accès tunisiens tels que Topnet, GlobalNet, etc., sont des fournisseurs qui donnent des adresses IP pour les internautes qui se trouvent dans le territoire tunisien. Ils n'ont pas la possibilité d'attribuer des adresses IP ou bien de donner des abonnements pour des personnes qui se trouvent à l'étranger. American Online, par exemple, peut donner des abonnements à des internautes qui se trouvent à l'étranger. Et dans ce cas, donc, l'adresse IP des ordinateurs qui sont connectés à Internet à travers ces fournisseurs d'accès internationaux sont des ordinateurs qui ne sont pas localisables dans un seul pays. Donc, l'adresse IP peut se trouver donc, dans n'importe quel autre pays. Également pour les serveurs proxy, ce sont des serveurs qui dissimulent l'adresse IP réelle de l'ordinateur et qui font apparaître pour celui qui essaie de localiser l'internaute délinquant, non pas l'adresse IP réelle de l'ordinateur du cyberdélinquant, mais l'adresse IP du serveur du proxy, c'est-à-dire le serveur mandataire qui va relayer la connexion et qui ne va plus passer par le fournisseur d'accès local, mais par un serveur étranger. Et donc c'est l'adresse IP étrangère qui va apparaître pour celui qui va essayer de localiser l'internaute délinquant.
D'ailleurs, l'affaire Yahoo, c'est une affaire célèbre qui était la première de son genre et de son importance en ce qui concerne la localisation des internautes sur Internet. Et désigné un expert pour justement donner un avis sur la question de la localisation des internautes sur Internet. Et ce comité d'experts a constaté que 80%, seuls 60% des internautes sont localisables, alors que le reste sont difficilement localisables parce que justement ils utilisent les serveurs proxy ou bien les fournisseurs d'accès internationaux. Alors, mais le problème c'est que est-ce que la localisation constitue, est-ce qu'elle peut révéler l'identité des internautes? La réponse est négative parce que la localisation ne veut pas dire identification. Comme je vous l'ai expliqué, la localisation c'est une localisation de la machine et de l'ordinateur et non pas une identification de la personne qui se trouve derrière l'ordinateur. C'est-à-dire, le travail de l'investigateur ne va pas se limiter à localiser la machine, il va devoir aller au-delà et chercher l'identité de la personne. C'est-à-dire qu'il faut savoir qui est derrière l'ordinateur pour justement pouvoir accuser une personne bien déterminée pour un acte de délinquance. C'est-à-dire pour pouvoir détecter un cyberdélinquant, il ne suffit pas de justement localiser la machine de l'internet délinquant. Alors la question, peut-on, à partir du résultat technique de la localisation, déterminer l'identité de la personne? En fait, l'identification répond à une condition de réalisation du crime. C'est l'élément psychologique. C'est-à-dire, pour déterminer le caractère intentionnel ou non intentionnel et surtout l'imputabilité de l'acte de fait incriminé, il faut identifier la personne. C'est-à-dire, on ne peut pas accuser une personne X pour avoir commis un acte de délinquance quelconque juste par la localisation de la machine. Il faut, en matière juridique, il faut déterminer avec beaucoup d'exactitude et de précision qui est la personne exacte qui a commis l'acte en question. Donc la localisation n'est pas un but en soi, mais un moyen pour identifier la personne. Alors comment identifier un cyberdélinquant? Il y a 3 idées à préciser. D'abord, l'identification est contraire au droit à l'anonymat. Le droit à l'anonymat, c'est un droit qui est garanti par la Constitution et aussi par l'article 1er de la loi organique sur la protection des données à caractère personnel. En même temps, l'anonymat va à l'encontre du principe de la responsabilité, qui fait qu'il est nécessaire, qu'il est impératif de rendre compte de ces actes illégaux. C'est-à-dire, une fois une personne commet un acte contraire à